à regarder après minuit. Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. Les sites et applications de rencontres, c'est vraiment devenu une façon banale de rencontrer son petit copain, sa petite copine. Si on se fie à une étude fiable et récente en 2023, environ 25% des couples en France se sont formés grâce à ces plateformes. Des applications bien connues comme Tinder, Mythic, Bumble, Happen sont très populaires, elles ont toutes leurs petites recettes pour que la magie de l'amour opère, ou pour que tu dépenses ton argent. Et est-ce que tu savais que ce service a été imaginé par une femme en Angleterre en 1964? Oui, tu as bien entendu 1964. Joanne Ball crée cette toute première version de site de rencontre, un programme informatique qui s'appelle St. James Computer Dating Service. À l'origine, Joanne crée et dirige une agence matrimoniale, mais quand elle essaie d'en faire la publicité dans les journaux ou à la radio, elle ne rencontre pas le succès espéré, principalement parce qu'à l'époque, les agences matrimoniales sont en réalité utilisées pour servir de couverture à des activités de prostitution. Elle a donc l'idée brillante de créer une agence matrimoniale via un programme informatique qui fait matcher des profils en se basant sur un questionnaire. Aujourd'hui, grâce aux incroyables avancées informatiques qui ont été faites depuis, les sites et applications de rencontres en tout genre sont devenus hyper sophistiqués. Mais c'est pas pour autant que la magie de l'amour opère mieux. Les rencontres amoureuses en ligne, ça ne finit pas toujours bien et parfois même ça vire au cauchemar. Même si on n'est pas dans la catégorie site de rencontres, Philippe Markoff, surnommé le tueur de Craigslist, utilise en 2009 la section services érotique du site pour attirer ses victimes. Étudiant en médecine à Boston et fiancé, il mène en parallèle une double vie. Il organise des rendez-vous qui se terminent par un terrible drame. Après avoir tué Julissa Brisman lors d'une rencontre, Philippe enchaîne les agressions sur d'autres femmes. C'est cette même affaire qui va pousser le site Craigslist à fermer la section controversée rencontres érotiques pour éviter d'autres tragédies. Mais alors comment doser? Est-ce qu'on doit totalement bannir les sites de rencontres, qu'elles soient érotiques ou pas? Comment s'assurer qu'on ne va pas tomber sur un psychopathe ou une psychopathe, comme ce fut le cas du pauvre Moline Rathod en Australie? Je te mets un lien vers cette affaire que j'ai déjà traitée sur ma chaîne, au cas où tu ne l'as pas déjà vue. En réalité, on ne sait jamais vraiment qui se cache derrière un écran. Et s'il y a bien une affaire qui illustre parfaitement ce que je suis en train de te dire, c'est celle dont on va parler ce soir. Nadine Abouras naît au mois de mars 1986 à Tripoli, en Libye. Nadine est l'une des 7 enfants d'une famille libyenne et galloise. Son père, capitaine dans la marine, travaillait autrefois en Libye. Les parents se séparent, ce qui va pousser Nadine, sa mère Andrea et ses frères et sœurs à retourner vivre à Cardiff, au Pays de Galles. Après la séparation, le père reste en Libye, tandis qu'Andrea élève seule les enfants à Cardiff, dans le quartier de Cardiff Bay, une zone moderne et réaménagée située au sud de la ville. Ce quartier est bien connu pour ses résidences bien entretenues, ses bons restos et le Wales Millennium Center. Cardiff fait vraiment partie des villes les plus touristiques du Royaume-Uni, il y fait bon vivre. Avec son château médiéval, ses musées et la baie réaménagée, la ville est surtout connue pour être le berceau de la célébrissime série Doctor Who. Justin et moi, on y est allé il y a quelques mois, d'ailleurs je te recommande vraiment d'y faire un tour. D'un point de vue historique, Cardiff est une ville qui accueille une communauté musulmane diversifiée grâce à l'immigration de populations yéménites et somaliennes qui débute dès le 19e siècle. Le quartier de Bluetown, connu aussi sous le nom de Tiger Bay, est devenu un centre culturel réputé pour les populations immigrées. Alors certes, Cardiff est une des villes britanniques où les musulmans se sont installés il y a longtemps, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne font pas face à l'islamophobie et au racisme. Petite parenthèse culturelle fermée. D'après certains témoignages, Nadine entretient une relation très proche avec sa mère, avec sa fratrie, bien qu'il peut y avoir quelques tensions familiales. Elle se dispute souvent par exemple avec un de ses frères en particulier, mais ça ne va jamais très loin. Nadine est décrite comme une jeune femme sensible qui traverse des périodes particulièrement difficiles sur le plan émotionnel et qui atteignent sa santé mentale.
Entre 2003 et 2006, elle reçoit un accompagnement en santé mentale pour la soutenir, pour l'aider à traverser tout ça. Ce suivi comprend un module de thérapie et elle est également suivie par un psychiatre. C'est un suivi régulier puisqu'il dure quand même 3 ans. Quant au sujet des médicaments qu'elle aurait pu prendre pour traiter son état dépressif ou son anxiété, difficile d'entrer dans les détails puisque son dossier médical reste privé. Dans tous les cas, la mère de Nadine et ses sœurs expliquent qu'elle se replie parfois sur elle-même, ce qui peut suggérer qu'elle connaît des hauts et des bas. Par ailleurs, Nadine grandit dans un foyer imprégné de la culture musulmane et à l'âge de 19 ans, elle s'engage dans ce qu'on appelle Nika avec un homme qui vit aussi à Cardiff. En gros, Nika, c'est un mariage religieux qui se pratique dans la culture musulmane. C'est une cérémonie qui officialise l'union entre deux personnes selon les principes de l'islam. Ce type d'union est très courant dans les communautés musulmanes du monde entier, notamment au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et chez les diasporas en Europe comme au Royaume-Uni. La cérémonie se fait en présence d'un imam et c'est seulement une cérémonie religieuse qui doit quand même être accompagnée d'un mariage civil au cas où pratiqué dans un pays qui ne reconnaît pas le mariage religieux, comme c'est le cas pour le Royaume-Uni et aussi pour la France. Donc les mecs qui veulent éviter la mairie, on vous voit, il faut aller à la mairie. En Grèce ou aux États-Unis, par exemple, un mariage dans une église, à la synagogue ou devant un imam est reconnu par l'État, donc c'est 2 en 1, c'est très pratique. Mais ce n'est pas le cas du Royaume-Uni, donc Nadine épouse un homme dans le cadre d'un nikah, un mariage religieux, et il n'a aucune valeur juridique ou légale. Malheureusement, cette union ne va durer que 4 mois. Nadine décide d'y mettre fin. On ne sait pas vraiment les raisons de cette rupture, il y a énormément de mystères, des choses qui restent en suspens dans cette affaire. En avril 2010, un drame survient dans la vie de Nadine, un drame qui va la bouleverser pour toujours. Elle est victime d'une agression sexuelle. Cette horrible épreuve ne donne aucune poursuite légale ni de condamnation, mais c'est à ce moment-là que Nadine est classée comme une personne à haut risque. Alors je ne sais pas ce que c'est comme dispositif, ce que ça veut dire c'est qu'elle représente un danger important de subir d'autres violences ou d'aggraver son état mental si elle n'est pas suffisamment protégée, encadrée, soutenue. Dans le cas de Nadine, bien qu'elle collabore avec la police, dans un premier temps, elle finit par retirer sa plainte. Cette rétractation, combinée avec les tentatives des services sociaux et policiers de rester en contact avec elle, montre qu'elle peut être en détresse. Le fait qu'elle soit isolée et mentalement très sensible justifie aussi cette classification à haut risque. La police britannique met souvent en place des protocoles spéciaux pour des cas particuliers, comme une surveillance au domicile, pour prévenir de potentielles nouvelles violences. Avec un tel parcours, on se dit que Nadine doit avoir énormément de courage pour maintenir la tête hors de l'eau et on espère vraiment qu'elle va s'en sortir. On comprend aussi un peu mieux pourquoi il peut être très difficile, voire impossible, pour certaines victimes d'agressions sexuelles de porter plainte et d'aller jusqu'au bout de la procédure. Sans parler du taux de condamnation qui, en France, est ridicule. Mais bref. En 2013, Nadine s'inscrit sur un site de rencontre bien connu auprès de la communauté musulmane, Muslim Match. Ce qui est pratique sur ce genre de site, c'est qu'il a quand même pas mal d'avantages pour ceux qui pratiquent une culture ou une foi commune. Les attentes sont plutôt les mêmes d'un côté comme de l'autre, donc ça peut être très rassurant, surtout quand on cherche à construire une relation sérieuse avec le désir de partager avec sa future moitié une chose aussi importante que sa confession. Nadine consulte les profils qui l'intéressent, elle discute avec certaines personnes, elle cherche chaussures à son pied, et elle finit par croiser la route virtuelle d'un homme, Sami Almari. Sami habite à New York, aux États-Unis, c'est donc une relation à distance qui commence pour eux. Tous les deux communiquent très souvent, ils s'envoient des messages sur Skype, ils s'appellent, leur connexion est intense, rapide, ils tombent amoureux et tout s'enchaîne à vitesse grand V. Malgré la distance, Sami se montre tout de suite assez jaloux et possessif. Il offre à Nadine des cadeaux complètement fous, comme une voiture, mais quand Sami la couvre de cadeaux, c'est surtout parce qu'il soupçonne sa chérie de voir quelqu'un d'autre. C'est presque une façon de l'acheter. Entre Cardiff et la grosse pomme, l'Atlantique les sépare, et tout ce que Nadine attend, c'est le grand jour, celui de leur rencontre IRL, en chair et en os. À l'été 2014, Nadine décide de se rendre à New York pour enfin rencontrer Sami. Et Sami, c'est pas n'importe qui. Sami est un homme d'affaires américain, originaire de New York, il vit dans le quartier de Broadway, né en 1969, il travaille dans le milieu immobilier, il mène une vie très aisée et ça fait toujours tout de suite sens quand on voit le type de cadeau qu'il offre à une femme qu'il n'a encore jamais rencontrée en personne. Tu as sûrement remarqué la différence d'âge entre Nadine et Sami. Sami a 45 ans alors que Nadine n'en a que 28. Je te laisse émettre un jugement en commentaire. Ou pas.
Dans ses échanges avec Nadine, Samy explique avoir fait fortune au point de décrocher le million. Il travaille même parfois en collaboration avec le FBI. Quel rapport avec l'argent, je sais pas. Peut-être qu'il essaie juste de se vanter. Au mois de juillet, Samy paie le billet d'avion pour que Nadine vienne le rencontrer, et dès qu'il se retrouve en personne, Nadine découvre un homme très différent de celui qu'elle pensait connaître. Des tensions émergent, ce qui effraie vraiment la pauvre Nadine. Ce qui s'annonçait comme un voyage agréable en amoureux devient de plus en plus oppressant. Samy, qui, on le rappelle, est du genre possessif déjà à distance, commence à montrer un comportement de plus en plus manipulateur. Il surveille tous les faits et gestes de Nadine, il lui répète constamment qu'il est persuadé qu'elle voit d'autres hommes. De son côté, Nadine, elle espère que la situation s'améliore, elle passe les premiers jours à essayer de garder le contrôle. Malheureusement, Samy dépasse les bornes. Un jour, il en vient aux mains, il devient violent. Un soir, il va même aller jusqu'à Nadine et il essaie de l'étrangler. Après ça, il essaie de la faire culpabiliser elle. Il s'excuse pour la garder sous contrôle, comme le font beaucoup de prédateurs. Il essaie de la convaincre de ne pas porter plainte. Et d'ailleurs, il joue avec le fait qu'elle soit particulièrement traumatisée par son expérience passée avec l'autre agression sexuelle qui a eu lieu en 2010. Et c'en est trop pour la pauvre Nadine qui, peu de temps après son arrivée à New York, choisit de ne pas rester, elle écourte son séjour. Elle retourne chez elle, au Royaume-Uni, exténuée, traumatisée, avec une blessure visible à la lèvre. Heureusement, Nadine n'obéit pas aux ordres de Samy, elle parle à ses proches, elle leur raconte le cauchemar qu'elle vient de vivre à New York. Malheureusement, elle ne va pas au bout de ses démarches judiciaires parce qu'elle a peur de Samy. D'après des études récentes, il faut savoir que dans 70 à 90% des cas d'agression sexuelle, les victimes ne portent pas plainte. Une étude au Royaume-Uni estime que 5 femmes sur 6 ne font pas de signalement à la police. Ce chiffre très inquiétant montre donc que le cas de Nadine n'est absolument pas isolé, loin de là, malheureusement. Nous sommes le 27 décembre 2014, Nadine n'en peut plus, elle veut rompre avec Samy. Mais lui, il a d'autres projets. Il débarque à Londres et il rejoint Nadine le lendemain au Pays de Galles. Malgré tout ce qui s'est passé, Nadine accueille son agresseur par peur, comme tu t'en doutes. Elle ne veut pas créer de scandale, surtout par rapport à l'attitude de Samy qui est très dangereux. C'est une véritable cocotte-minute, à tout moment il peut péter un plomb, frapper Nadine ou pire, il l'a déjà fait. Le 30 décembre, une confrontation avec la famille de Nadine a lieu. Au cours de son séjour, Samy se dispute très violemment avec le frère de Nadine. Il le menace d'ailleurs de diffuser des photos intimes d'elle pour humilier la famille Abourras. La situation dégénère, la famille lui ordonne de quitter la maison sans sommation. Entre le 30 et le 31 décembre 2014, Samy loge au Future Inn, un hôtel qui se trouve dans la baie de Cardiff. Nadine, contre son gré et sous pression, finit par le rejoindre à l'hôtel dans la soirée du 30. Et là, tu vas me dire, pourquoi est-ce qu'elle y va? Pourquoi Nadine, est-ce qu'elle ne reste pas avec sa famille? Dans les relations toxiques, faut pas s'imposer en donneur de leçons, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres, et surtout, je rappelle que Nadine est survivante d'une agression qui a lieu quelques années auparavant, elle est repliée sur elle-même, elle va vraiment pas bien, donc faut pas juger déjà quelqu'un qui va pas au bout de sa plainte ou quelqu'un qui retourne voir son agresseur. Donc Nadine rejoint Samy à l'hôtel, et en réalité, elle souhaite surtout récupérer ses affaires et son passeport qu'il a gardé en sa possession. Elle va essayer de le convaincre de supprimer les photos privées qu'il a d'elle. Sur place, Samy boit énormément d'alcool, il consomme de la tequila et de la bière. Alors la tequila c'est déjà un alcool très fort, et mélanger à de la bière une substance pétillante, ça donne un cocktail explosif. Qui dit bulle dit ivresse décuplée. Et personnellement, je suis d'avis de dire que l'alcool ne modifie pas la personnalité des gens, il la révèle. Si t'es violent de base, ça va se voir encore plus, et si t'es un gros chamallow sensible, tu vas pleurer. Samy fait plutôt partie de ceux qui ont l'alcool mauvais, et même très mauvais. Et là, l'impensable se produit. Samy étrangle Nadine, il la saisit au cou, il force de plus en plus, sauf que cette fois c'est pas comme à New York. La jeune femme succombe, elle meurt des mains de l'homme dont elle a eu si peur, l'homme qu'elle voulait faire sortir de sa vie pour toujours. Étrangler quelqu'un, c'est pas comme dans les films, tu serres 30 secondes, tu t'éloignes, ça y est, la personne est morte. En réalité, on estime qu'une personne qui a la volonté de tuer de cette manière-là doit forcer entre 4 et 6 minutes, et il faut maintenir la pression pendant cette période. Alors certes, on peut perdre conscience au bout de 10 à 15 secondes, mais pour tuer, il faut vraiment maintenir pendant plusieurs minutes. Étrangler quelqu'un à mort, c'est jamais un accident. Après avoir étranglé Nadine, Samy prend soin de laver son corps, il la place sur le lit. Il essaie de maquiller la scène de crime en des vivantations. Et pour ça, il rédige une fausse note, une lettre, dans laquelle Nadine explique qu'elle n'a plus envie de continuer de se battre, c'est trop dur pour elle. Samy quitte ensuite la chambre, il accroche le petit papier
qu'on laisse pendu à la poignée de la porte pour dire ne pas déranger, et quand il fait ça, il espère surtout gagner du temps avant que le personnel de l'hôtel ne découvre le corps, parce que ça va forcément finir par arriver. Après ça, Samy va voler la voiture de Nadine avec laquelle il se rend à l'aéroport de Heathrow à Londres. Il achète un billet d'avion et son objectif est clair, fuir le Royaume-Uni avant de se faire coincer et finir en prison. Le 31 décembre, le personnel de l'hôtel découvre le corps sans vie de Nadine. Il est précisément 12h20. La police est rapidement appelée et une enquête est immédiatement ouverte. Les policiers constatent très vite que la scène a été manipulée pour faire ressembler un homicide à une dévivantation, ce que j'aime appeler une dévivantation. Sont sur YouTube. Le rapport d'autopsie révèle que Nadine est morte par strangulation. La lettre de dévivantation ne suffit pas pour tromper les enquêteurs et surtout les experts médico-légaux. Toujours selon le rapport, on détermine que Nadine a probablement souffert pendant l'agression. On retrouve des traces de lutte sur son corps, des bleus, des griffures qui montrent qu'au moment où Samy l'étrangle, elle se débat de toutes ses forces pour essayer de survivre. Il est fort probable que Nadine ait convulsé avant d'avoir perdu connaissance. Mais on rappelle que la strangulation est un processus lent, donc elle s'est sans doute vue mourir. Une façon horrible de partir, puisqu'elle se rend compte petit à petit qu'elle suffoque. Autre élément troublant, on retrouve une marque de morsure sur l'avant-bras de Nadine. Si Nadine s'était effectivement donné la mort, il n'y aurait pas autant de traces de bleu, de plaies sur son corps, et encore moins une morsure. Son état montre bien qu'elle s'est débattue et qu'elle n'est pas morte de cause naturelle ou par elle-même. Maintenant, la question à laquelle doivent répondre les enquêteurs, c'est qui est derrière cet homicide et surtout où est-ce qu'il est. Dès le 1er janvier 2015, la police identifie Samy comme le principal suspect après avoir retrouvé son nom dans les registres de l'hôtel. La chambre était à son nom, donc c'était très facile de retracer le truc. Les enquêteurs trouvent aussi des communications par téléphone entre Samy et Nadine. L'objectif de Samy, disparaître en Afrique. On découvre en effet qu'il débarque en Tanzanie quelques jours après le drame. Pour se dédouaner du meurtre, Samy va jusqu'à appeler la police. Il harcèle même la famille de Nadine depuis sa cachette en demandant des nouvelles. Et puisque ce mec est con comme un manche à balai, il a l'extrême intelligence de menacer la famille de Nadine par texto. Vous êtes les prochains, qu'il écrit à la famille Abourras. Heureusement que certains criminels sont teubés. Samy va même accuser la famille de Nadine d'être responsable de sa mort, et ce toujours par texto. La mère de Nadine, Andrea, décrit ces messages comme une horreur inimaginable. Dans les SMS qu'il envoie, Samy se fait passer pour Nadine. Il prétend que c'est son frère qui l'a tué. Malgré toutes ses tentatives de fuir la justice, Samy se fait coincer grâce à Interpol le 19 janvier 2015. Une opération conjointe menée par la police galloise et Interpol permet de le coincer. En effet, Samy pense peut-être qu'Internet, les messageries en ligne, tout ça, ça laisse pas de traces, mais on connaît tous l'expression « Internet n'oublie jamais ». Comme Samy utilise son téléphone ou des ordinateurs pour harceler la famille de Nadine, il donne du pain béni aux enquêteurs, des preuves parfaites pour suivre sa trace. Ces données numériques aident la police à remonter jusqu'à lui. De son côté, Samy tombe des nues, il pensait vraiment être à l'abri en Tanzanie. L'extradition de Samy vers le Royaume-Uni se déroule plutôt rapidement après son arrestation, seulement 3 semaines après le meurtre de Nadine. La police de South Wales, en collaboration avec Interpol et la police locale de Tanzanie, réussit à localiser Samy dans une zone boisée près d'Iringa. C'est une ville située dans la partie sud-ouest de la Tanzanie, entourée de montagnes à environ 500 km au sud-ouest de Dar es Salaam, la plus grande ville du pays. Samy est donc arrêté, transféré à Dar es Salaam, où il comparaît devant un tribunal pour entamer la procédure d'extradition. Et heureusement, il n'y a pas de contestation de la part de Samy, ce qui facilite le processus et permet aux autorités britanniques de le rapatrier rapidement. Cette opération sous haute tension nécessite une excellente coordination entre plusieurs agences internationales, ce qui n'est pas forcément évident. Et un bon contre-exemple qui le prouve, c'est le cas Julian Assange, fondateur de Wikileaks, toujours bloqué au Royaume-Uni parce que son extradition vers les États-Unis est contestée. L'année suivante, donc en 2016, le procès de Samy s'ouvre au tribunal de Cardiff. Il y a certains procès qui sont plus sensationnels que d'autres. Celui de Samy Al-Mahri est digne d'une série policière. Au Royaume-Uni, les affaires pénales de ce genre suivent un processus très facile à comprendre. Samy passe par une audience préliminaire pour confirmer son identité et entendre les accusations portées contre lui. Puisque l'affaire est très grave, c'est le tribunal de la Couronne qui s'en occupe, et les juges et le jury prennent le relais. Samy peut plaider coupable ou non, et si c'est non coupable, un procès complet se tient, avec témoignages, preuves, interrogatoires, etc. Le jury décide ensuite
de sa culpabilité ou de son innocence. Par contre, si l'accusé plaide coupable, pas besoin de délibération de la part d'un jury, les peines sont décidées en fonction des faits et aussi en fonction du passé de l'accusé. Dans la digne lignée de toutes ces actions odieuses et impardonnables, la défense de Samy est tout aussi bancale que lui. Il plaide la folie et écoute bien. Il affirme avoir entendu la voix de Dieu lui ordonner de tuer Nadine. S'il est reconnu fou, alors ce meurtre serait qualifié d'homicide involontaire. Des experts psychiatriques déterminent que Samy souffre d'un trouble dissocial de la personnalité et qu'il a des antécédents de problèmes mentaux. Le rôle de ces experts est très important ici parce que c'est vraiment leur analyse qui va permettre de qualifier cet homicide de volontaire ou involontaire. En effet, en 2009, Samy saute du pont de Brooklyn pour se donner la mort. Son avocat évoque une schizophrénie pour atténuer sa responsabilité, mais la cour reste très réticente par rapport à tout ça. Son comportement jaloux et possessif ne serait pas une conséquence d'une santé mentale instable. Même s'il n'a pas de casier judiciaire connu, ça ne veut pas dire que c'est un enfant de cœur, bien au contraire. C'est un énorme mythomane habitué aux mensonges. Et des mensonges, Samy va nous en sortir un bon paquet. Il prétend être pote avec le FBI pour impressionner Nadine, tu te rappelles? Et puis son succès dans l'immobilier qui l'a rendu millionnaire, ça aussi c'était un mensonge. Le riche mania de l'immobilier est en réalité chauffeur de taxi. Samy essaie de réduire sa responsabilité dans ce qui s'est passé en disant « être fou, Dieu me parle ». Ce plaidoyer très peu original en fin de compte ne réussit à convaincre personne. Samy est tellement déterminé à minimiser son rôle ou à alléger la gravité de la situation qu'il va jusqu'à prétendre que c'est Nadine elle-même qui lui a demandé son aide pour mettre fin à ses jours. Plaider la folie ne marche pas, Samy joue la carte de « c'est la faute à la victime », Nadine responsable de sa propre mort. La juge chargée de l'affaire, Nicola Davis, rappelle que ce crime est motivé par la jalousie et le contrôle psychologique que Samy exerce sur sa victime. En guise de preuve, elle rappelle que, pendant leur relation, il menace constamment Nadine de publier des photos intimes d'elle pour la contrôler et pour l'humilier. De son côté, la famille de Nadine témoigne au procès, ils décrivent leur souffrance extrême et le vide laissé par la disparition de Nadine. Andrea, sa mère, elle prend la parole pour exprimer sa profonde douleur d'avoir, et je cite, « permis à Samy d'entrer dans leur famille. Elle se sent profondément trahie. Nous l'avons accueilli dans notre famille, dit-elle, et en retour, il nous a pris notre enfant. » La perte de Nadine brise le lien qui unissait leur famille et aucune punition ne sera suffisamment sévère pour réparer ça. L'accusation est dirigée par le procureur Roger Thomas. Il présente le comportement de Samy comme manipulateur et violent. Son acte est considéré comme prémédité, et après tout son cinéma, Samy finit par plaider coupable de meurtre au deuxième jour du procès. Au mois de novembre 2016, il est condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de 17 ans. La police galloise, avec le soutien du bureau du procureur de la Couronne et d'Interpol, est saluée pour son efficacité et sa rapidité dans l'arrestation et l'extradition de cet assassin en fuite. Après l'annonce de la sentence de Samy, la famille Abourhas fait une déclaration publique. Justice a été rendue pour Nadine. Ils sont reconnaissants vis-à-vis des autorités et de toutes les personnes qui les ont soutenus tout au long de cette terrible épreuve. Ils demandent à ce qu'on leur laisse le temps de faire leur deuil et de se souvenir de Nadine, une femme courageuse, intelligente et aimante. Côté médias, les journaux anglais et les chaînes de télé vont beaucoup parler de cette affaire en insistant surtout sur la violence psychologique. ITV diffuse plusieurs reportages et interviews, en particulier des interventions auprès de la famille. L'affaire est aussi mise en lumière dans le documentaire Swipe Right for Murder, swipe à droite pour meurtre. Ce documentaire a pour but d'explorer les dangers des rencontres en ligne et il retrace tout le parcours de Nadine depuis sa rencontre avec son tueur jusqu'à sa mort tragique. Une mort qui nous rappelle aussi d'autres affaires criminelles où des tueurs ont rencontré leurs victimes en ligne via des sites ou des applications similaires. On pense par exemple à Grace Millen, une affaire déjà traitée sur ma chaîne, je te mets un lien à l'écran si tu veux la voir ou la revoir. Nadine, en tant que victime survivante d'une agression sexuelle et mentalement instable, a beau avoir été identifiée comme une personne qui pouvait faire face à d'autres dangers, mais du coup, à quoi ça a servi de la considérer comme un cas à surveiller? En quoi est-ce qu'elle a vraiment été surveillée? Les mesures en place pour sa protection n'auront pas suffi à empêcher son meurtre. On peut rappeler que les procédures de sécurité du genre ont surtout pour vocation de prévenir un danger immédiat, et la police n'a clairement pas mesuré l'ampleur, la gravité de la situation et la dangerosité de sa relation avec Samy.
Malgré les signaux d'alerte, le pire est quand même arrivé. Le meurtre de Nadine va avoir un impact énorme sur la sensibilisation au danger des rencontres en ligne. Les Britanniques vont avoir droit à des campagnes de sensibilisation menées par des ONG. Pour ce qui est de la France, le revenge porn, il faut savoir que c'est un délit depuis le 7 mars 2016. Diffuser des photos intimes d'une personne sans son consentement est passible de 2 ans de prison et 60 000 € d'amende. Donc ça avance doucement, mais sûrement, pour ce qui est de mettre en place des lois, des législations autour d'Internet et de ses dérives possibles. Au Royaume-Uni, il faut savoir qu'une femme est tuée tous les 3 jours par un homme, généralement un partenaire ou un ex. En France, en 2023, on compte 118 féminicides, encore bien trop, le combat est loin d'être fini. Est-ce que même il va s'arrêter un jour? L'homme a tué depuis toujours, l'homme tuera toujours. Quand je dis homme avec un grand H, mais en vérité, c'est quand même les hommes qui tuent plus que les femmes. C'est tout pour moi, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.